Bienvenue au Polysécure épisode technique. Je suis accompagné de Gabriel. Est-ce que tu peux te présenter? Certainement. Gabriel Chabot, je suis conseiller cybersécurité infonuagique chez KPMG Canada. Qui a une emphase particulière sur Microsoft 365 et aussi une spécialisation dans la sécurité des courriels. Entre autres, le démarque duquel on va discuter aujourd'hui. On va essayer de démystifier toute cette bébite. En plein ça, justement, parce que c'est un outil très important, qui est rendu très important maintenant, justement, pour essayer de réduire les problèmes associés à ce qu'on vit avec les courriels, le spam, le phishing et ainsi de suite. Je vais te laisser amorcer avec une petite tête historique de comment le protocole SMTP, qui est la base même de la communication courriel sur Internet, est arrivé, puis comment on est rendu maintenant. Oui, donc l'historique là, du message électronique, ça date avant même le protocole SMTP. Donc, on a eu les premiers messages électroniques créés par des chercheurs du MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Donc, on avait une forme de primaire là, de courrier où on pouvait, à partir d'un terminal, laisser un message dans un disque dur là, centralisé dans un serveur, aller le récupérer par la suite. C'est en 1971 que Ray Tomlinson a inventé vraiment la mailbox, donc la boîte de réception personnelle qu'on connaît tous. Donc, il introduit le signe A commercial pour distinguer les individus dans des domaines. Donc, avec ça, les gens qui faisaient partie du DARPA, du US Defense Advanced Research Project Agency, pouvaient s'envoyer des courriels entre eux. Et ça a pris presque 4 ans par la suite, donc on a travaillé de 73 à 77 pour standardiser la structure des courriels, pour finalement s'entendre sur le fait que ça prenait un to et un from pour pouvoir faire le suivi des messages. Donc on partait de loin et on a introduit aussi la capacité de forwarding des messages. Donc, évidemment qu'à cette époque-là, l'envoi de courrier électronique, c'était quand même très, très rare, c'était vraiment pas répandu. Ce fait intéressant de l'histoire, c'est la reine Élisabeth en 1976 qui a été la première chef d'un pays à envoyer un email. C'est effectivement très amusant, surtout considérant que c'est beaucoup plus américain comme système, en tout cas dans son initiation qu'européen, là. Exactement. Donc, à partir de ces années-là, le milieu 70, ça commençait à se répandre un peu plus. Ça a pris encore énormément de temps avant que ça devienne ce qu'on en connaît aujourd'hui, là, que tout le monde a une adresse, tout le monde s'en sert. À cette époque-là, on pouvait pas imaginer les problèmes qu'on aurait avec le phishing, le spoofing, donc l'usurpation d'identité, l'usurpation de domaine. Ça n'a pas été conçu pour prévenir ces problèmes-là. C'était basé sur le fait que tout le monde était de bonne foi. Et c'était des petits réseaux aussi, là, si on compare comme le DARPA, entre autres. Et généralement, les gens se connaissaient suffisamment, même entre eux autres. Fait que c'était pas genre les 8 milliards d'habitants sur la planète qui peuvent potentiellement l'avoir. C'est probablement des communautés beaucoup plus restreintes, donc il y avait moins de probabilités. On peut pas justement imaginer qu'un collègue chercheur ou universitaire puisse avoir des idées étranges de faire ce qu'on fait avec les courriels, là, d'ailleurs. Exactement. C'était vraiment des communautés qui se connaissaient. On sait que même dans les années 80, c'était encore possible d'avoir une carte de l'Internet, de savoir exactement tous les points où l'Internet était relié. Donc, très loin de ce qu'on a aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le protocole SMTP, c'est littéralement basé sur le courrier physique qu'on connaît, là. On a une enveloppe, on a une lettre à l'intérieur. Donc moi, si je vais à une boîte aux lettres puis que je dépose une lettre, je peux écrire ce que je veux sur l'enveloppe puis je peux écrire ce que je veux dans la lettre. Il n'y a rien qui vérifie que je suis la bonne personne pour envoyer ça. Donc, tranquillement, il y a des protocoles qui ont été introduits pour essayer de sécuriser l'échange de courriel. Le premier, notable, qui avait quand même une bonne intention, c'est le SPF. Donc, pour le Sender Policy Framework. C'est un principe quand même simple à comprendre. Donc, je t'explique en quelques mots. On va sur notre DNS publier une liste des serveurs qui ont le droit de publier du courriel en notre nom. Donc, c'est assez basique. On peut y aller par les adresses IP.
on peut utiliser un mécanisme qui s'appelle le include, ce qu'on va voir la majorité du temps aujourd'hui. Donc, on va dire include, par exemple, protection.outlook.com, donc dire tout ce qui est Microsoft 365, c'est normal que mon domaine sorte de là. Faire la même chose avec Google Workspace, avec SendGrid, avec MailChimp, etc. Donc, en redirigeant vers leur domaine, eux aussi ont une liste publiée d'IP qu'ils peuvent envoyer en leur nom. Donc, ça se limite à ça. C'est assez facile de comprendre le principe. On se dit que ça devrait être quand même assez efficace. Le problème, c'est que SPF ne vérifie seulement que l'adresse de l'enveloppe, ce qu'on appelle souvent le mail from. Donc, pour tourner à l'analogie du courrier physique, je peux écrire, c'est comme si j'étais obligé d'aller au bureau de poste, j'étais obligé de fournir une carte d'identité pour mettre ma lettre à la poste, mais le postier lui vérifie seulement ce qui est écrit sur l'enveloppe, il vérifie pas ce qui est à l'intérieur. Donc, rendu de l'autre côté, ma lettre peut prétendre que je suis l'Agence du revenu du Canada, par exemple. Donc, ça revient à l'utilisateur à vérifier est-ce que la lettre correspond à l'enveloppe, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Ça correspond pas, j'ai des doutes que ça peut être malicieux. À l'époque, c'était très commun, puis c'était généralisé de voir le mail from dans les clients pour lire nos courriels. Ça a été complètement rayé de la map. Aujourd'hui, on ne voit que ce qu'on appelle le header from. Donc, ce qui est vraiment visible dans Outlook, dans Gmail, etc. Ce qu'on voit, c'est qui la personne prétend être. C'est un principe qui est quand même utile au niveau marketing, au niveau de l'envoi de masse, d'avoir une adresse peut-être un peu moins belle au niveau SMTP, puis d'avoir quelque chose qui est plus propre au niveau là, du courriel en tant que tel. Heureusement. Ouais, les malveillants l'ont compris très rapidement aussi. Cette stratégie-là, eux aussi, il n'y a pas juste les marketing qui l'ont compris. Là. Exactement. Heureusement, Gmail a quand même conservé un principe très utile que lorsqu'il y a une discordance entre ces deux from, on va avoir un tag via. Donc, on va écrire, par exemple, gabriel@exemple.com via phishingsite.com. Donc, on va voir qu'il y a une prétention dans l'identité, qu'il n'y a pas une correspondance exacte. Outlook le fait pas par défaut. Au niveau organisationnel, au niveau des entreprises, il faut activer cette petite feature-là pour montrer le via. Donc, il y a déjà un petit coup de main pour les utilisateurs. Ensuite, ce qu'il faut comprendre au niveau de SPF, l'erreur commune, c'est qu'il y a 10 queries maximum qui peuvent être faites au niveau DNS. Donc, si on a beaucoup de include, mon domaine utilise Microsoft, utilise Gmail, utilise MailChimp, utilise une panoplie d'outils comme ça, on peut facilement le défoncer. Donc, il y a différentes techniques pour éviter ce problème-là. Une des meilleures pratiques, ça serait de séparer son domaine en sous-domaines pour différents cas d'usage. Donc, quand on utilise un sous-domaine, on peut publier un SPF différent qui inclut, par exemple, notre MailChimp, donc qui serait, par exemple, marketing.exemple.com. Donc, on peut, à ce moment-là, utiliser plus de sources d'envoi sans briser le protocole. SPF a une histoire aussi assez rocambolesque. Il y a eu plusieurs itérations. Tout début, c'est 2002 les premières tentatives, les premières publications qui ont été faites à l'interne dans l'IETF. Donc ensuite, ça a été repris. L'IETF a créé un working group qui a essayé de standardiser. Microsoft a participé aussi à ces développements-là. Et les premiers, le vrai RFC, celui qu'on utilise aujourd'hui, en fait, date de 2014. Donc, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'itérations des RFC, des propositions, avant qu'on en vienne vraiment à une standardisation, puis qu'on s'entende que universellement, c'est un prérequis. C'est encore possible d'envoyer du courrier sans avoir configuré son SPF, mais dans les vérifications que je fais, puis quand on regarde les statistiques en ligne, quasiment tout le monde va avoir son SPF
à peu près correct. Des petites erreurs de configuration, mais tu sais, c'est assez bien compris. En général, oui. De toute façon, les grands clouders, les grands fournisseurs de courriel, autant publics comme le Gmail public ou Outlook, Hotmail ou Yahoo, tous ces grands fournisseurs-là n'acceptent plus, si tu n'en as pas de SPF, ton SPF est mal configuré, ton courriel est systématiquement droppé en bon français, justement par ça. Fait que ça impose à tout le monde cette stratégie-là de se devoir s'y conformer. De mon expérience, j'en ai vu il y a quelques années là, déjà qui avaient de la misère, qui comprenaient pas pourquoi leur courriel rentrait pas dans chez un de mes clients. Puis analyse rapide, leur SPF pointait pas sur la bonne adresse IP. Fait que je dis là, vous devez changer cette configuration-là. C'est pas notre ressort. Si ça se rend pas, vous avez pas fait vos devoirs, c'est plate. Faites-vous accompagner par quelqu'un de spécialisé dans le domaine. Là. Mm-hmm. Exactement. Ben écoute, tu sais, comme je te disais, c'est relativement simple le concept. Après, un problème récurrent en entreprise, c'est que ces choses-là sont configurées puis sont oubliées. Donc, des adresses IP qui sont plus valides, qui changent. On peut avoir des problèmes de livraison, mais ça peut aussi pas causer de problème de livraison, mais on a comme ça des adresses IP permises qui restent permises pour aucune raison. Sur adresse IP, le risque existe, c'est quand même présent. Où c'est plus grave, c'est quand on parle de fournisseurs en entier. Donc, j'ai passé de Gmail à Microsoft 365, j'ai pas enlevé ma configuration de Gmail. Là, il y a quand même plus de risques parce que ça peut être exploité plus facilement. Ouais, j'en ai vu aussi des choses comme ça, puis qui se sont fait justement utiliser un domaine dans lequel j'ai eu à intervenir, qui s'était fait utiliser parce qu'il avait laissé des traces comme ça. Puis étant donné que comme c'est un autre gros fournisseur de courriel, ben c'est facile, je fais une autre adresse puis il envoyait ça comme ça, puis ça passait comme une lettre à la poste. Ça, c'est malheureux pour le client, quelques cibles de blacklisting, puis tout ce que ça a amené comme conséquence. Mais bon, on a eu intervenu et nettoyé la chose, mais c'est très important de maintenir ça propre et à jour. Exactement, c'est plus que on parle souvent d'hygiène digitale, mais c'est au-delà de ça, c'est vraiment important à maintenir parce que ça peut apporter des dérives. Il faut comprendre que le DNS, c'est public. N'importe qui peut faire une query super rapide, un dig, un NSLOOKUP, un whatever, puis c'est complètement affiché public. Donc, il faut faire attention à ce qu'on publie dans ça. Il faut le maintenir à jour. Donc, on voit que SPF fonctionne pas parfaitement. En parallèle, on a aussi DKIM qui a été travaillé, qui a eu plusieurs itérations. DKIM, le concept est très intéressant aussi. DKIM, c'est de l'authentification du courriel, mais c'est aussi une façon d'empêcher c'est du anti-tampering. Le mot m'échappe en français. Donc, ça l'empêche, ça permet de s'assurer qu'il n'y a pas eu de modification du courriel, d'interception pendant le transport. Donc, DKIM, un protocole qui a été travaillé au tout départ, un consortium entre Yahoo et Cisco en 2004. Donc, ils ont pris 2 protocoles propriétaires qu'ils avaient mis en place et puis ils ont réuni ça. Donc, ça leur a permis de joindre de faire le DKIM, qui est l'abréviation pour Domain Keys. Donc, c'est le Domain Keys Identification Mailing. Donc, Domain Keys Identified Mail. Pardonnez-moi. Donc, en général, on dit juste le DKIM. Le DKIM, c'est une signature cryptographique qui est apposée au courriel. Donc, c'est un concept qui est un petit peu plus avancé que le SPF. Ça fonctionne avec une paire de clés publiques-privées. Donc, le serveur qui fait l'envoi du courriel a sa clé privée. Il va prendre tout le message, il va le passer, il va faire un hash avec la clé privée. Et dans le DNS, on va publier la clé publique. Donc, le serveur qui reçoit le courriel, lui, il va faire une requête au DNS, récupérer la clé publique. Il va faire un hash du courriel, puis il va comparer à ce que les deux correspondent. Donc, on a le hash qui est apposé dans le header. Donc là, on n'est pas dans de l'encryption du courriel. Le courriel reste en clair. Un autre des problèmes aussi du protocole SMTP. Mais dans le header, on a un bloc, un hash,
Et là, si les deux correspondent, on est certain que le message n'a pas été intercepté entre-temps. Ça sert aussi à l'authentification de ton courriel parce qu'on va faire une vérification entre le domaine de signature et le domaine qui est le SMTP mail from. Encore là, c'est basé sur l'enveloppe. C'est pas, on va pas faire une vérification de l'adresse qui est sur la lettre. Donc, avec ces deux protocoles-là en place, c'est encore très facile de faire du spoofing, de faire de l'usurpation d'un domaine. Un truc assez commun, c'est d'utiliser un domaine d'envoi qui est complètement différent. Lui, on va le posséder. On va enregistrer SPF DKIM. Donc, au niveau des serveurs de courrier, on a vraiment une belle réputation. On est en ordre. Donc, tout est bien fait. Donc, ça va rentrer super facilement. Et s'il n'y a pas de démarque, ça va rentrer comme de l'eau au moulin. Donc, par la suite, démarque, c'est vraiment là le nerf de la guerre pour prévenir l'usurpation de domaine. Donc, le démarque, l'acronyme, c'est Domain-Based Message Authentication, Reporting and Conformance. Donc, déjà, avec le nom, on a une indication de ce que ça va faire pour nous. Donc, on va vérifier l'authentification qui est faite par SPF et DKIM. On va faire du reporting. Donc, on a la capacité de recevoir un feedback de tous les serveurs de courrier dans le monde qui ont reçu des courriels en notre nom, qui avaient notre nom de domaine. Partie clé de ce protocole-là. Et conformance, donc au niveau de la conformité, c'est qu'on va vraiment publier en fait une politique qui dit quoi faire si SPF et DKIM, si l'authentification de notre courriel a échoué. Donc, sans ça, on se fie sur la configuration des serveurs qu'ils reçoivent pour savoir est-ce que je vais les accepter, ces courriels qui sont apparemment frauduleux, est-ce que je vais les mettre en quarantaine, est-ce que je vais les mettre dans un junk email folder, dans un dossier de courrier indésirable, ou je vais vraiment les rejeter. Donc, on n'avait pas de contrôle sur ce qui arrivait de l'autre côté. Démarque va vraiment dire si un courriel avec mon domaine va échouer l'authentification, on va vouloir le mettre en quarantaine systématiquement. Là, il reste quand même une certaine latitude de l'autre côté. La quarantaine, ça peut être interprété comme une vraie quarantaine séparée. Ça peut être aussi juste être identifié en tant que spam ou mis dans un dossier de courrier indésirable. Et finalement, on a vraiment le reject. Donc, une politique reject devrait vraiment là, faire bouncer le courriel, donc le courriel soit complètement rejeté. Donc, Démarque, ça a été développé aussi un peu en parallèle avec ces autres protocoles. Et donc, on a ce qu'on a fait avec le Démarque, c'est qu'on vient vraiment vérifier la concordance entre l'adresse from dans la lettre et celle de l'enveloppe. Il reste une certaine latitude au niveau de l'alignement, mais c'est assez strict. Donc, dans notre politique Démarque, premièrement, on va avoir la première balise P pour policy. Donc, comme je te disais, est-ce qu'on va mettre en quarantaine, en reject ou none? Donc, avec une politique none, si on reste comme ça au fil du temps, ça n'a pas de valeur. L'avantage, c'est qu'avec une politique non, on peut faire du monitoring, voir l'état des lieux. C'est ce que j'allais rajouter parce que c'est très étonnant quand on commence à mettre ça pour les organisations d'assez grande taille, de découvrir qu'on a beaucoup de systèmes qui envoient des courriels de façon directe, qui ne passent pas par les gateways autorisés, ou en tout cas les sources standards. Donc, de découvrir toutes ces sources-là, ça peut prendre un certain temps. Justement, le reporting, le retour de courriel qui nous est donné nous permet justement de constater qu'est-ce qui se passe vraiment, puis justement nous aider à faire l'inventaire de ces systèmes-là qui sont passés en dessous de la couverte qu'on n'a pas vu passer de façon organisationnelle. Là. Exactement, c'est super intéressant. On va souvent découvrir du shadow IT quand on fait la mise en place des marques. Avec le monitoring, on va se rendre compte que j'ai un département marketing qui a utilisé MailChimp sans parler à personne.
ils l'ont configuré, les messages passaient parce que on n'avait pas bien setupé le domaine. Donc, on peut en découvrir beaucoup. Mettre en place des marques, ça peut être super facile, comme ça peut être un énorme projet, dépendamment de l'organisation, dépendamment de l'état des lieux, à quel point c'était maintenu, documenté, à quel point il y avait de la gouvernance. Donc, c'est toujours intéressant de commencer un projet d'implémentation des marques avec un client. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Et on fait parfois des belles découvertes. Il y a de très belles découvertes qu'on fait dans ce genre de choses-là. Pour en avoir fait plusieurs, ça devient toujours très drôle. Puis tout le monde a un peu peur de tout. Fait qu'il faut vraiment y aller par étapes parce que justement, découvrir les gens de marketing qui ont pas parlé à personne puis qui ont décidé d'avoir un MailChimp à côté, les personnes de développement ou certaines applications d'affaires qui utilisent SendGrid sans l'avoir dit à personne. Puis ça arrive là, beaucoup plus qu'on pense. Puis bon, même si on a espoir d'avoir une certaine forme de centralisation, de cohérence organisationnelle, il arrive toujours que le monde soit à côté. Donc, ça aide aussi à rapatrier dans un même et seul service centralisé des services comme le courriel dans ce cas-ci, justement pour mieux le contrôler et mieux se protéger. Exactement. Donc, il y a plusieurs balises après ça qu'on peut ajouter à notre démarque pour essayer de contrôler, d'être plus précis. Mais de base, ça n'a pas besoin d'être très compliqué. On a le PIN pour la policy. On va avoir les plus importants après ça, c'est vraiment RUA. Donc, c'est l'adresse qu'on va publier, une adresse courriel où on veut recevoir les rapports, donc le reporting, sous forme de ce qu'on appelle des aggregate reports. Donc, c'est des XML qui sont envoyés en général à tous les 24 heures. Il y a une balise ARI pour Reporting Interval qui est ignorée par à peu près tous les serveurs. Parce qu'il y a des gens qui sont comment je saute 3600 secondes, donc à toutes les heures. Non, ça serait trop exigeant, ça créerait trop de trafic. Donc, la plupart des serveurs de réception vont juste faire à leur tête, envoyer aux 24 heures. Parfois, un petit peu plus rapide qu'aux 24 heures. Des serveurs qui reçoivent énormément de volume vont attendre que le fichier XML atteigne une certaine taille et là, vont l'envoyer là, pour économiser de l'espace. Donc, des XML, vous dites que c'est pas facile à interpréter. C'est pas conçu pour être interprété à la main. Donc, c'est là qu'on va avoir des plateformes de monitoring des marques. Il y a plusieurs joueurs sur le marché. Pour en nommer seulement quelques-uns, les plus connus, on va avoir le DMARC Analyzer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens TI qui ont entendu ça, qui l'ont utilisé, que ce soit avec une licence ou seulement gratuitement pour faire des petites vérifications. Personnellement, avec des clients, on a beaucoup travaillé avec EasyDMARC, qui est un nouveau joueur sur le marché. Très beau produit, le nom dit EasyDMARC. Ils veulent rendre ça simple, facile, belle interface, facile à naviguer, une bonne documentation pour aider les gens à s'y retrouver. Et un des plus grands leaders dans le marché, c'est indéniable, c'est Dmartian. Donc Dmartian, un de leurs fondateurs, littéralement participé à l'écriture du RFC du DMARC. Donc ils connaissent bien la question. Ils ont une documentation impeccable, extrêmement bien faite. Offre aussi de la formation. Donc vous pouvez faire des certifications. C'est pas une certification qui a une aussi grande valeur que des certifications, par exemple Microsoft ou AWS, mais c'est quand même très intéressant pour apprendre, puis simplement là, avoir une petite preuve qu'on a passé à travers là, à travers le cours. EasyDMARC aussi propose ça. Donc, quand on a une plateforme de monitoring, l'adresse qu'on va mettre au niveau RUA, c'est une adresse courriel qui nous est fournie par cette plateforme-là. Donc, un ensemble de chiffres et de lettres random en commercial, le nom de la plateforme, c'est relié à notre compte. Ça permet à ce que les XML rentrent directement dans la plateforme, soient interprétés. Donc, ça va être plus digeste à ce moment-là. Énormément plus digeste. Pour avoir essayé de n'ouvrir quelques-uns manuellement, mes yeux ont saigné. Exactement, c'est vraiment même si on essaie de faire un peu de command line, un peu de scripting, c'est vraiment pas évident à s'y retrouver. Donc ces plateformes-là, c'est incontournable. La bonne nouvelle, c'est que pour les petites et moyennes entreprises, la plupart des plateformes vont avoir
un seuil là, gratuit, donc pour un ou deux domaines, pas nécessairement toutes les features de disponibles, mais on peut faire une mise en place de des marques sans trop dépenser. Quand on a un environnement qui est simple, on a un petit domaine, un petit volume d'envoi. La plupart de ces plateformes-là, évidemment que c'est lucratif, c'est capitaliste, mais à la base, c'est des gens qui veulent que l'environnement du courriel soit plus sécuritaire. Donc, c'est fondamental de laisser un seuil de plan là, gratuit pour permettre aux petites entreprises, aux organisations de faire ça. Surtout que c'est les organisations qui sont généralement le plus démunies face à ce genre de choses-là, donc c'est d'autant plus pertinent de leur permettre d'avoir des outils gratuits dans les mains pour les aider à augmenter leur niveau de connaissance dans le domaine, justement, pour puis régler le problème généralisé aussi. Là. C'est un peu comme la vaccination. Plus le monde qui sont vaccinés, plus on a une protection du groupe au complet là, à ce moment-là. Donc, ça aide tout le monde dans le contexte. Exactement. Puis, comme tu le dis, une bonne analogie avec la vaccination, du fait que c'est un effort collectif. Le démarque, évidemment, ça protège une organisation contre l'usurpation de son domaine. Ça va éviter certains vecteurs d'attaque envers la compagnie. Tu as sûrement déjà vu ça dans ta carrière. C'est assez commun de voir des messages qui sont supposément de l'interne, avec par exemple des voicemails, des no-reply notifications, avec le nom de domaine de la compagnie. C'est sûr qu'un utilisateur là, normal, là, on pourrait pas y en vouloir d'avoir cliqué, là, parce que ça venait de son domaine. Il y avait pas de faute d'orthographe, le texte était bien fait. Donc c'est vraiment un vecteur d'attaque. C'est très complexe, puis tout a changé, surtout dans les dernières années. Depuis le confinement, tout a vraiment changé, là, où les malveillants sont vraiment rendus beaucoup plus professionnels, puis utilisent de meilleurs textes pour nous faire pour nous tromper. Fait que c'est sûr que sur la base même juste du protocole SMTP, on peut pas s'appuyer 100% là-dessus parce qu'on va se faire avoir. Si ces mesures-là sont pas en place, d'autant plus, ça, c'est sûr qu'on est vraiment dans le trouble. Là. Ouais. Puis, tu sais, on parlait de la pandémie aussi, ce qui a fait beaucoup de changements au niveau TI dans les organisations. Beaucoup de nouvelles plateformes, nouveaux outils qui ont été implémentés en urgence pour essayer de faciliter le travail à distance. Dans ce contexte-là, un utilisateur a supposément un voicemail qui vient d'une certaine plateforme. Pour lui, ça peut être quand même, ça peut y paraître normal que il y a un nouvel outil là qui fait du voicemail, je vais aller écouter le message. C'est parce qu'on n'est plus dans le même contexte qu'avant, où vraiment une organisation avait sa stack technologique qui était super stable, puis il n'y avait pas beaucoup de changements. Les changements étaient vraiment granulaires par rapport au fil des années. Donc, on est dans un paysage là au niveau TI qui bouge rapidement. Donc, d'avoir une nouvelle plateforme, une nouvelle notification, si ça vient de ton domaine, pour un utilisateur normal, c'est dur de se méfier. Donc, c'est là que Démarque là, va faire son travail. Comme je disais, au niveau de l'alignement, il faut vraiment que ça vienne du même domaine organisationnel. Donc, si on est avec exemple.com, il faut que SMTP, donc l'enveloppe, et que le header from, donc la lettre, il faut que ça soit du même domaine. Après, par défaut, on va avoir un alignement qui est relax, littéralement le terme qui est utilisé. Donc, on a des balises ASPF et ADKIM, donc pour l'alignement du SPF, alignement du DKIM. Si on les omet, par défaut, c'est relax. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut utiliser un sous-domaine pour l'un ou l'autre. Donc, SMTP peut être d'un sous-domaine, mais le header venir du domaine principal et inversement. En soi, il n'y a pas beaucoup de gains à monter après ça l'alignement strict. C'est juste dans les bonnes pratiques, on va viser l'alignement strict, donc de dire si l'enveloppe vient d'un sous-domaine, il faut que la lettre soit dans le même sous-domaine. C'est une bonne pratique qu'on essaie de suivre le plus possible. En fait, ça démontre que on a vraiment bien fait le ménage dans notre architecture TI, puis dans toutes les sources d'envoi. Donc, tout ce qui vient d'un sous-domaine est bien aligné avec les serveurs SMTP qui font l'envoi.
Donc, au niveau de l'alignement, ça fait le tour. Donc, on comprend que la mise en place de des marques va vraiment bloquer ton domaine principal. Donc, exactement écrit de la bonne façon, ça va être bloqué. Après ça, c'est assez commun pour les entreprises, quelque chose qui est connu depuis longtemps, de dire on va acheter des domaines qui ressemblent à notre domaine pour empêcher que quelqu'un d'autre s'en serve à des fins malicieuses. Donc, on va acheter des variations souvent au niveau du top domain level. Donc, si on a un .com, on va acheter le .ca, peut-être un .net. Des variations comme ça sont assez évidentes. Après, certaines compagnies vont aller jusqu'à acheter des domaines qui sont des fautes d'orthographe ou des typos de leur domaine, prévenir ce qu'on appelle le typo squatting. Typo squatting, c'est une technique qui est plus souvent utilisée au niveau des pages web. Donc vraiment, les attaquants vont essayer de viser les lettres qui sont proches sur le clavier, les lettres, les chiffres, donc que je pourrais accrocher par accident en tapant une adresse courriel comme un Google avec 3 O, par exemple. C'est le genre d'erreur qui peut nous arriver en tapant rapidement. Quand on fait des recherches de domaine pour essayer de faire une usurpation au niveau courriel, on va viser des typos différentes. On va viser des lettres qui se ressemblent ou qui peuvent être associées ensemble pour se rassembler. Bon exemple étant ARN Microsoft pour remplacer Microsoft. Microsoft en ont acheté quand même plusieurs, là, puis il y a certaines personnes qui tiennent mordicus à leur domaine qui ressemblent beaucoup à Microsoft. Mais il reste que la plupart des bons sont déjà pris pour les grands joueurs, là, pour les organisations connues. Ouais, ben, ils se prémunissent contre ça de façon massive. De toute façon, c'est des domaines qui sont attaqués. Là, tu parlais Microsoft, c'en est un, mais ils font tous massivement racheter les domaines connexes. Puis d'ailleurs, cette pratique-là chez les grands devrait aussi s'étendre chez les autres entreprises aussi. Là. Ça devrait être généralisé comme approche d'un. Mais je sais que les anti-spam, puis là, on débarque un peu, on va un peu plus loin sur le démarque, mais les anti-spam vont remarquer ce genre de choses-là maintenant. Fait qu'ils vont être comme la deuxième couche de sécurité, vont être capables relativement de détecter le typo squatting. Là. Pas parfait, là, mais c'est déjà supérieur à ce que ça a déjà été. Là. Effectivement, c'est des choses qui sont quand même détectées. Faut dire que les systèmes sont pas infaillibles. Donc, dans une approche defense in depth, on va vraiment explicitement bloquer ces domaines-là pour éviter qu'un anti-spam là, ait une défaillance. Ce qui arrive aussi quand on est une entreprise, une grande organisation qui est connue publiquement, c'est qu'on envoie à beaucoup de gens, puis on n'a pas du tout le contrôle sur ce qui se passe en dehors de l'organisation. Donc, la qualité de l'anti-spam des différents récipiendaires est variable. Là. Donc, c'est là qu'il y a un intérêt. C'est quelque chose que je vois pas beaucoup, honnêtement. C'est en discutant avec différents administrateurs, ils ont l'intérêt, ils vont aller en chercher quelques-uns dépendamment de leur budget. T'sais, évidemment, l'entreprise peut en prendre 80, j'ai déjà vu ça, ou en avoir seulement 2-3, juste les plus évidents. C'est juste important d'être conscient que ça existe, puis de faire ce qu'on peut selon notre budget pour se prémunir de ça. Donc après ça, ce que j'ai vu beaucoup plus couramment, c'est d'avoir acheté les marques de commerce. Donc on a une entreprise X qui a 5-6 produits ou des services. Donc on va acheter les domaines qui correspondent là, vraiment au trademark que la compagnie possède. Ça aussi, c'est des choses qui sont assez vérifiées par les attaquants. On va essayer d'attaquer une compagnie, mais on va aller vérifier c'est quoi ses produits, c'est quoi ses offres de services, est-ce qu'ils ont des acronymes ou des surnoms qui se donnent sur les médias sociaux, tout ça. Donc, travaille fort à aller chercher les domaines qui sont disponibles. Si on parle d'usurpation, le spoofing, c'est une chose. Le spoofing, c'est quand on va vraiment prétendre être quelqu'un, un domaine qui est enregistré. Ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est quand la place est libre. Puis je peux acheter le domaine, l'enregistrer, mettre SPF, des KIM et des marques, et là avoir un domaine qui est 100% en règle, envoyer ça à partir de serveurs qui ont une bonne réputation IP, et là, c'est vraiment difficile à arrêter.
Euh, donc, quand on a nos domaines, qu'on dit Parquet Domains, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on les laisse vides? Est-ce qu'on les configure pour utiliser Microsoft 365? C'est les deux scénarios que je vois le plus souvent en entreprise. La bonne chose à faire avec un domaine qui est parqué, c'est de venir publier un SPF et un DKIM qui sont corrects au niveau de la syntaxe, mais invalides. Donc, c'est impossible de correspondre à ces enregistrements-là. Et on va mettre un démarque reject. Donc, mondialement, il n'y a rien qui peut envoyer au nom de ce domaine-là. Et on peut utiliser encore là une plateforme de monitoring pour voir s'il y a de l'activité sur ces domaines-là. Plateforme de monitoring, super important pour la mise en place dans une organisation pour pas bloquer quelque chose qui était légitime, mais très important aussi à grande échelle pour avoir des signaux d'alerte quand il commence à avoir des tentatives d'usurpation de nos domaines. Ça peut être une sonnette d'alarme pour monter la vigilance de l'équipe de sécurité. Si ça devient vraiment dans des grands volumes, on pourrait peut-être même faire un avis aux utilisateurs pour leur dire soyez vigilants. On voit beaucoup d'activités malveillantes là, qui essaient d'usurper notre domaine. On fait tout ce qu'on peut, mais ça se peut que quelque chose rentre avec un nom de domaine qui ressemble au nôtre. Donc, les nôtres sont protégés, mais il pourrait y avoir quelque chose qui ressemble, qui va passer. On a détecté qu'il y a eu beaucoup de tentatives. Évidemment, les tentatives d'usurpation de domaine bloquées avec des marques, c'est plus au niveau d'automatisation. On pourrait peut-être dire aussi des script kiddie. Les vrais attaquants vont faire leur vérification avant de lancer une campagne de phishing. S'il y a un démarque en reject, ils vont pas s'essayer. Ils vont trouver quelque chose qui est disponible à côté puis qui va ressembler à s'y méprendre. Ouais, ça dépend du niveau de sophistication de l'attaquant, puis justement, qu'est-ce qu'il veut faire. D'où l'importance de faire une analyse de menace pour savoir quel genre d'attaquant type qui vont venir s'intéresser à nos informations comme entreprise ou comme organisation. Ça va déjà nous baliser sur quel genre d'attaquant qu'on risque de voir et donc quelles mesures on doit mettre en œuvre parce qu'effectivement, l'attaquant très sophistiqué va faire ses devoirs avant. L'attaquant moins sophistiqué ne fera moins ses devoirs avant et donc va attaquer de façon un peu plus par force brute, donc d'aller essayer de défoncer le mur en tapant dedans le plus qu'il peut. Donc, incidemment, laisser un peu plus de traces et il est plus visible et plus brillant. Là. Exactement. Quand tu parles du profil de menace, c'est quelque chose que j'ai vu aussi. Il y a certaines entreprises qui vont être proactives dans la mise en place du démarque. Donc, ils savent que c'est une bonne pratique. Ça fait peut-être plusieurs mois, plusieurs années qu'ils savent qu'ils devraient le faire. Ils savent pas trop comment se prendre. Ils finissent par nous contacter chez KPMG pour avoir là, du conseil pour bien le faire. Ce qui arrive plus souvent, c'est des entreprises qui ont eu des incidents, on dit les BEC, les Business Email Compromise. Donc là, il y a vraiment eu un signal d'alarme qu'ils sont vulnérables. Donc, il faut faire quelque chose pour le régler. Et là, on va venir l'implémenter un petit peu plus rapidement pour pallier à ça. Des entreprises qui ont vécu des incidents de sécurité liés au courriel vont évidemment mettre plus l'emphase sur ça, vont avoir plus de budget pour aller acheter les domaines parqués parce qu'ils savent qu'il y a une menace qui est plus persistante. Il faut comprendre que 90% des attaques commencent par du business email compromise ou une forme d'attaque par courriel. Donc, ça reste le vecteur d'attaque là, majeur en ce moment. Une autre chose qu'on peut faire aussi avec un domaine parqué, qui est moins connu, c'est d'aller mettre un MX nul. Donc, c'est un autre indicateur aussi que ton domaine ne devrait pas envoyer ni recevoir de courriel. Donc, de venir vraiment publier un MX qui contient rien avec priorité 0, ça va aider. On voit souvent les MX Microsoft là, 365 qui sont laissés là à l'abandon. Donc, c'est un autre signal, là, quand on parle d'hygiène digitale, c'est un autre signal qu'on peut envoyer pour dire que ce domaine-là ne devrait jamais servir. En finissant, je voudrais te laisser aussi avec une statistique pour faire réfléchir les gens à l'impact, à l'importance d'avoir une bonne hygiène digitale. Donc, on parle dans
plus récent rapport là, du FBI sur les menaces et le crime sur Internet. Donc, ce qu'on appelle le IC3. Ce rapport-là, le plus récent, on parle d'une perte mondiale de 2,7 milliards de dollars reliés aux incidents par courriel. Donc, on parle d'environ 25% de toutes les pertes reliées là, au cybercrime dans le monde. C'est quand même énorme en termes d'importance. C'est un moyen, de toute façon, c'est le moyen de propagation le plus utilisé, autant pour du spear phishing, l'attaque du président, par exemple, ou justement du phishing plus conventionnel, le plus massif, là, l'hameçonnage qu'on voit plus couramment. Là, c'est vraiment la stratégie la plus utilisée. Dans le fond, c'est le premier vecteur d'attaque, parce que de mon expérience en IR, qu'on voit, c'est jamais c'est rentré par le courriel et ensuite les autres problèmes suivent par après. Donc, si cette première porte d'entrée-là n'est pas efficace, on rapproche le problème de nos utilisateurs. Donc, on augmente la probabilité qu'on ait un incident éventuellement. Là. Exactement. Puis je voudrais aussi partager quelques ressources. Si les gens l'écoutent, veulent en apprendre plus, veulent se former, s'ils ont un projet d'implémentation des marques là, qui est simple pour leur entreprise, ou s'ils veulent évaluer, est-ce que ça va être simple ou est-ce qu'ils vont avoir besoin d'aide, d'expertise pour le mettre en place. Donc, pour comprendre la base puis commencer à jouer avec ça, je recommande fortement d'aller consulter DMartian, leur documentation, surtout le DMARC Academy qu'ils ont mis en place. Du côté aussi EasyDMARC, on a le EasyDMARC Academy. Si on veut vraiment avoir de la bonne documentation officielle, peut-être un peu moins digeste là, quand on est plus féru, on a le M3AAWG, qui est l'abréviation du Messaging, Malware and Mobile Anti-Abuse Working Group. Donc, c'est une petite organisation peu connue qui est un consortium là, d'entreprises dans le domaine qui ont publié plusieurs documentations là, extrêmement bien faites pour comprendre toutes les bonnes pratiques en lien avec ces protocoles-là. Cette information, je les mets dans les show notes justement pour que les gens puissent les consulter facilement. Donc, c'est très apprécié. Y avait-tu d'autres choses? Je pense que tu complétais là-dessus. Ouais, on va closer, on va fermer la boucle sur ça. On pourrait, on a toutes sortes d'autres sujets aussi à parler en termes de sécurité des courriels, mais je pense qu'on va essayer de se laisser aujourd'hui avec la compréhension du DMARC, puis on pourra plonger après ça dans les techniques plus avancées de phishing. On pourra en parler pendant des heures. C'est excellent. Merci énormément. Très intéressant. Et j'ai hâte justement aux suites parce que là, on va avoir ça pour moi, on va embarquer dans le crunchy, fait que ça va être très agréable. Excellent. J'ai très hâte aussi d'en parler. Ça m'a été un grand plaisir de te parler avec toi aujourd'hui. Merci.